Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. On est de retour avec Pierre Leclerc, qui est historien de l'alimentation. Vous l'avez déjà rencontré dans notre premier épisode où on parlait de différents repas belges et liégeois et de leurs histoires. Là, on va parler plus du passé, du présent et du futur de notre alimentation ici en Belgique, en Occident, en Europe. On parle de ça directement avec lui. Pierre, bonjour. Explique-nous un peu comment est-ce qu'on pourrait définir la gastronomie belge ? Ah, oui, vaste question. Qu'est-ce que la gastronomie belge ? C'est un corpus de recettes qui a été réuni à partir de la toute fin 19e siècle, surtout début 20e siècle, à l'époque où les cuisines régionales se sont affirmées, où le courant culturel régionaliste de France a commencé à se développer avec le tourisme, avec les premiers automobilistes qui souvent étaient des amateurs de tourisme. Les premiers clubs automobiles sont apparus dans les années 1890. C'était des bourgeois, évidemment, c'était une occupation qui demandait pas mal d'argent. C'était des bourgeois qui aimaient voyager et qui aimaient la gastronomie. Le Club des 100, qui est encore aujourd'hui le club gastronomique probablement le plus prestigieux au monde, a démarré de touristes automobilistes en 1912 ou 1913, quelque part par là. Et ce sont eux, les premiers, qui ont mis autant en avant les spécialités culinaires régionales. Ce sont les premiers au Club des 100 d'ailleurs qui ont établi des listes de restaurants avec des appréciations. Mais ça, ils ne l'éditaient pas pour tout le monde. Ça restait dans le club pour les membres du club. Mais on sait par exemple que le fondateur de Michelin a fait partie de ce club, qu'il a vu ce classement de restaurants avec les appréciations, et on sait que ça l'a beaucoup inspiré pour l'évolution de son guide, qui existait déjà avant son guide, mais dans lequel il n'y avait pas toutes ces appréciations sur les hôtels et sur les restaurants. Donc on est dans ce contexte-là où de plus en plus ces bourgeois, voyageurs, amateurs de gastronomie ne supportent pas que quand ils vont à Carcassonne ou quand ils vont à Marseille, on leur serve au restaurant un roast beef. Pourquoi un roast beef ? Parce que le touriste, il était par définition anglais et il fallait le contenter. Et ils ont dit non, la gastronomie est en elle-même une attraction touristique. Il n'y a pas que les bâtiments. À l'époque, on parlait surtout de l'architecture, des beaux bâtiments, des musées et de leurs trésors en histoire de l'art. Non, il n'y a pas que cela. Il y a également la gastronomie. Et il faut que les acteurs du tourisme pensent que la gastronomie fait partie des attractions touristiques. Et là, ça a été vraiment le lancement. Et cette onde de choc, évidemment, en France, on l'a retrouvée également en Belgique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en Belgique, on va prendre conscience, de plus en plus conscience, des spécialités régionales, qu'on va commencer à établir des listes. On le voit dans la presse belge du début du XXe siècle, avec des personnages comme Paul Bouillard. Paul Bouillard était un des plus grands restaurateurs du début du XXe siècle en Belgique. Il était français d'origine, mais il tenait le Filet de Sole à Bruxelles, qui était d'ailleurs le premier triple étoilé belge dans les années 1930, ça on l'oublie souvent. Il accueillait tout le Gotha belge, bien entendu, dans son restaurant. Et il était également un chroniqueur. Il a été la toute première vedette des médias dans les années 1920-1930, à chroniquer de la gastronomie dans les journaux, dans différents journaux. Et donc lui, il a commencé à s'intéresser aux spécialités régionales et il a commencé à écrire des articles sur des spécialités régionales belges et à dresser une liste des plats belges, l'anguille au vert, le waterzooi, la salade liégeoise faisait déjà partie. Pas encore de boulet à la liégeoise, ça viendra un petit peu plus tard. Donc il est le premier à avoir établi cette liste-là. Et quand on regarde, il y a le hochepot gantois aussi. Et quand on regarde tous ces aliments-là, on pourrait se dire, oui, c'était ça ta question, c'est quoi la gastronomie belge ? Mais voilà, le problème, c'est que c'est difficile
de trouver le dénominateur commun de toutes ces recettes, à part qu'elles proviennent toutes du terroir belge, mais elles ont toutes une histoire un peu différente, qui doivent être prises un peu au cas par cas. Les cuisines régionales, bien souvent, c'est une cuisine, on va dire, paysanne, qui a été embourgeoisée. Parce que dans le courant culturel régionaliste, qui est issu du folklorisme, on a l'intention d'aller rechercher les racines du pays dans la terre, dans la paysannerie. C'est là que réside, pense-t-on, c'est certainement assez vrai, que réside toute l'originalité et toute l'histoire du pays. On remarque qu'on a beaucoup de plats mijotés, par exemple, des fritures, des bières très connues avec de la fermentation et autres. Voilà, ça c'est excellent exemple. On a des plats mijotés. Ça c'est quelque chose d'assez typique d'une cuisine plus modeste. Je ne dis pas que tous les plats mijotés sont modestes, mais une cuisine plutôt modeste. Dans l'histoire, chez les paysans, on fait bouillir, on ne fait pas rôtir, on ne fait pas frire, absolument. Tout cela, ce sont des procédés, rôtir qui demande des viandes beaucoup trop chères, frire qui demande de la graisse de friture extrêmement chère aussi. Donc, ce n'est pas à la portée des paysans. On a des fritures également, ça ne vient pas de la même cuisine que cette cuisine paysanne. Donc on voit qu'il y a déjà une différence entre les deux. Paul Bouillard avait dit du hochepot gantois que c'est le plat paysan flamand type qui n'aurait pas pu naître ailleurs que dans cette Flandre où, après avoir travaillé une journée dans les champs, on rentre au coin du feu et on a besoin d'un plat bien roboratif. Ça ne pouvait pas naître ailleurs. Or, quand on fait l'histoire du hochepot gantois, on voit qu'il vient d'où? D'Espagne. C'est un plat typiquement espagnol, c'est le olla podrida qui est un plat absolument gigantesque de la culture pas bourgeoise, mais aristocratique, du XVIe siècle, qui a eu un succès énorme. D'ailleurs, dans toutes les cours européennes, on retrouve la recette du olla podrida dans des cours allemandes, à la cour de Liège, d'ailleurs, parce que Lancelot de Casteau, maître queux des princes évêques de Liège au XVIe siècle, donne sa recette du olla podrida, également en Angleterre, enfin un peu partout. Et il se fait que, dans son évolution, ce olla podrida, au cours des siècles, va finir par aboutir au hochepot gantois, qui est une version un peu simplifiée, mais qui reste quand même assez presque pentagruélique, alors que le olla podrida était carrément pentagruélique, une soixantaine d'ingrédients, une montagne de viande. Mais le hochepot gantois a gardé un peu de cela, et surtout ses viandes principales, pieds de cochon, oreilles de cochon. C'est à cela qu'on le reconnaît. Donc là, ici, voilà un plat belge qui fait partie de la nomenclature de la cuisine belge et qui est d'origine aristocratique. Si on prend maintenant, on a parlé de notre salade liégeoise. La salade liégeoise, avant de s'appeler salade liégeoise, on la retrouve dans les manuels d'économie domestique qu'on distribuait aux jeunes filles qui suivaient justement des études, à la fin du 19e siècle, des études en économie domestique. Et là, on a cette recette qui s'appelait tout simplement salade de pommes de terre, haricots et lard. Il n'y avait pas de nom particulier, mais on voit bien que ça a une origine beaucoup plus modeste que notre olla podrida, qui lui a une origine carrément aristocratique. On a l'oie à l'instar de Visé. Ça, c'est une recette qui est apparue un peu tout à coup, comme ça. Ça arrive aussi, plus rare, mais ça arrive. D'habitude, on a des longues évolutions. Mais ici, c'est une recette qui apparaît tout à coup, et justement, dans ce contexte plutôt touristique visétois de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc là, on a peut-être bien l'exemple d'une recette du milieu professionnel qui a mis ça en avant, avec l'oie qui est un emblème de la région de Visé. Donc voilà encore un autre cas de figure. Donc il est difficile de trouver un point commun, à part le fait que ce sont des recettes d'ici, entre toutes ces recettes-là. Et puis il y a aussi, si on regarde les modes de consommation d'aujourd'hui, de tout ce patrimoine culinaire belge, il y a également des différences. Il y a des recettes, comme l'oie à l'instar de Visé, qui
qui demeure essentiellement touristique. Puis ici, à Liège, on a le boulet à la liégeoise, qui lui se mange au quotidien, tous les Liégeois, ou presque, hein, on va pas essentialiser les Liégeois, mais presque tous les Liégeois en mangent. Toutes les friteries, là, je crois qu'on peut le dire sans risque, toutes les friteries ont leur boulet à la liégeoise, toutes les brasseries également. On en fait également chez soi. Et là, on est dans une consommation tout à fait quotidienne qui n'est pas simplement touristique. On remarque finalement que les Belges allaient chercher ce qu'il y avait autour de chez eux, ce qui poussait bien dans leur terre. Parce que la patate, ça ne vient pas de chez nous, hein, ça vient d'Amérique du Sud, mais malgré tout, elle pousse très bien en Flandre avec un sol sablonneux. Ils vont aller chercher donc ce qui pousse bien, ce qui est à proximité, le poisson, beaucoup de cochons, beaucoup de poulets. Il faut aussi faire attention à l'évolution du statut de tous ces ingrédients-là dans l'histoire. On a parlé du waterzooi, par exemple. Le waterzooi, au début, était probablement surtout une soupe de poisson, comme il en existe dans toutes les régions côtières d'Europe. Hein, Marseille a sa fameuse bouillabaisse. À Gand, on a le waterzooi gantois, avec des poissons non pas de mer, mais des poissons de rivière. Et très rapidement, on en a déjà des exemples au milieu du 19e siècle. On a le waterzooi de poulet. Aujourd'hui, ce qui arrange beaucoup les traiteurs, parce qu'ils peuvent faire un très bon plat régional, finalement, pour pas très cher, le poulet est une des viandes les meilleurs marchés. Or, au 19e siècle et encore au début du 20e siècle, le poulet est hors de prix. Il faut parfois plusieurs journées de travail d'un ouvrier pour se payer un poulet. Ah oui. On est dans vraiment dans une consommation de luxe. Le restaurant qui propose un poulet, c'est un restaurant qui a déjà un certain standing. Donc, effectivement, et on revient sur ce qu'on a dit, effectivement, il y a des recettes où on va chercher le lard, les pommes de terre, les haricots princesses, qui sont dans la salade liégeoise, attention, ils ne sont pas si bon marché que ça au début du XXe siècle. C'est que ça reste un légume relativement cher, mais vu que le reste, lard, pommes de terre, est plutôt bon marché, donc là, c'est un plat où on s'en sort bien. Par contre, faire un waterzooi de poulet au début du XXe siècle, là, il faut déjà avoir de la galette. Hein. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on mange alors quand on n'a pas de sous? Oui, mais ça, c'est un peu la tristesse des repas de beaucoup de nos ancêtres, de la majorité de nos ancêtres, surtout les ouvriers agricoles. Ce sont les plus mal lotis. On a souvent cette idée-là qu'à la campagne, on devait quand même mieux vivre qu'en ville, vu qu'on était plus proche de la source alimentaire, mais ce n'est pas le cas du tout. Mmh. Ce n'est absolument pas le cas du tout. D'ailleurs, la grande migration qu'il y a eu au début du 19e siècle, c'était de la campagne vers la ville. Les gens fouillaient la campagne où on vivait une misère monstre. Pour aller en ville, travailler dans l'industrie, où là, bon, c'était pas top, évidemment, au niveau des conditions de travail, mais où les paysans qui avaient fait ce voyage ne le regrettaient pas. C'est dans les générations plus tard, deuxième moitié du 19e siècle, que là, il va y avoir une conscience sociale en ville et on va demander de meilleures conditions de travail. Mais celui qui a connu les conditions paysannes et puis qui est passé dans l'industrie en ville, lui, il ne se plaignait pas de son sort. Et ces gens-là, que mangeaient-ils? C'était une alimentation extrêmement monotone. C'est un peu tout le temps la même chose. On sait qu'en Flandre, c'était pommes de terre, pommes de terre, pommes de terre, tout le temps. Ah oui. Tout le temps. En bouillon alors? Elle peut faire partie d'un potage où on va mettre quelques racines, quelques légumes racines, quelques pommes de terre. Parce que, c'est vrai que les légumes, c'est bon marché, mais pas tous. Hein. Si on veut s'acheter un artichaut, il faut la journée de travail d'un ouvrier aussi. Ah, si on veut aller chercher quelques asperges, encore aujourd'hui, hein, l'asperge n'est absolument pas bon marché, mais c'était des légumes qui étaient encore beaucoup plus hors de prix à l'époque. Donc ça va être des pommes de terre. Au 19e siècle, les légumineuses sont en large perte de vitesse, elles ont vraiment fait partie de la base alimentaire paysanne jusqu'au Moyen-Âge, partie des temps modernes. Puis là, au 19e siècle, il y a tout de même une perte à ce niveau-là et on se resserre beaucoup plus sur la pomme de terre
et sur le pain, mais au cours du 19e siècle, la pomme de terre prend le pas sur le pain. Et donc là, ce sont des repas extrêmement monotones et quelquefois sur l'année, le paysan va pouvoir s'acheter de la viande. Alors, le sort des ouvriers en ville est un peu meilleur, mais n'est tout de même pas très enviable. D'ailleurs, ils ont fini par se révolter dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et là, les repas sont également très monotones, mais peut-être parfois avec un peu plus de variété, parfois une possibilité en plus de manger de la viande que dans le monde paysan. Ça, jusque quel siècle, finalement? Alors, au XXe siècle, la révolution agricole, ce qu'on appelle techniquement la deuxième révolution agricole moderne, qui a démarré au XIXe siècle, qui a la révolution de la mécanisation et de la chimie en agriculture, a donné ses effets les plus impressionnants dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais déjà avant, il avait donné de bons effets, ce qui fait que dans l'entre-deux-guerres, la situation n'était pas encore celle d'aujourd'hui, évidemment, mais s'était déjà un peu améliorée pour tout le monde. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, là, on sort complètement du problème de l'approvisionnement alimentaire en Occident. Bon, ce n'est pas évidemment le cas partout dans le monde, mais en Occident, où cette révolution agricole est en marche, avec les effets du tracteur qui est extrêmement important, peut-être d'après vraiment les spécialistes du domaine, plus important encore que l'apport de la chimie dans l'agriculture. Là, on n'a plus de problème d'approvisionnement et on peut enfin, au cours des années 50, 60, on peut enfin nourrir quasiment tout le monde dans nos pays occidentaux. Mieux d'ailleurs, hein, dans les pays occidentaux, on arrive dans une alimentation de choix. On a le choix. Alors ça peut paraître complètement fou de dire ça maintenant, mais avant, ils n'avaient pas le choix, quoi. Ils avaient ce qu'il y avait dans le village et ce qu'il y avait à proximité d'eux, quoi. Aujourd'hui, on a tout le monde a un peu le même choix qu'un bourgeois du 19e siècle. Si on met à part quelques ingrédients comme la truffe, qui est encore plus chère aujourd'hui qu'au 19e siècle, ou le caviar, mais bon, on ne se nourrit pas de truffes et de caviar. Mais dans le quotidien, on a un peu ce choix du bourgeois du 19e siècle. Donc c'est une amélioration énorme de nos conditions de vie uniquement par l'alimentation. Et avoir dans nos assiettes viande, féculents, légumes, ça... c'est tout à fait contemporain. Ça, c'est quelque chose qui date de la deuxième moitié du XXe siècle. Aussi, et si on interroge encore nos grands-parents ou nos parents qui ont vécu l'après-guerre, ils vous disent beaucoup, surtout s'ils sont d'un milieu ouvrier, diront que c'était pas tous les jours. Mais à partir des années 1970-1980, dans la plupart des familles, ça devient quotidien. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils boivent ? Parce que il y a énormément de problèmes aussi d'approvisionnement en eau potable, donc il faut faire chauffer tout ça, fermenter tout ça. Oui, on connaît les boissons fermentées depuis très longtemps. Alors, les préhistoriens diront même que dans le paléolithique, il serait tout de même étonnant que sur les 3 millions d'années de paléolithique, l'homme n'ait jamais goûté à des boissons fermentées sauvages qui existent. Les amateurs de la vie animale savent que on assiste parfois dans le monde sauvage des animaux à de véritables guindailles. Ils se nourrissent de fruits sauvages qui ont fermenté et ils choisissent ceux qui ont fermenté, ceux qui ont subi une fermentation alcoolique. Et on voit parfois des éléphants, alors il vaut mieux pas les croiser à ce moment-là, complètement saouls dans ce monde sauvage. Donc on connaît la fermentation et le corps d'ailleurs de l'être humain s'est déjà habitué, parce que l'alcool c'est quand même une sorte de poison pour notre corps, mais notre corps s'est déjà habitué à l'alcool probablement dès le paléolithique. Donc c'est une grande histoire, cette histoire entre l'homme et la fermentation, et entre l'homme et la fermentation alcoolique plus particulièrement, parce qu'il y a d'autres fermentations, acétiques, la lactofermentation avec les yaourts, choucroute, etc. Donc la fermentation est très présente dans notre alimentation. Alors au niveau de ces boissons, on distingue
bière et vin. En gros, on distingue les boissons issues d'une fermentation directe, celles où le sucre du raisin, par exemple, ou d'autres fruits, a été directement transformé en alcool par la méthode de la fermentation, et les bières, où il y a une étape intermédiaire. On part de produits riches en amidon. Cet amidon n'est pas fermentescible, et donc l'amidon va être, au cours du processus de fabrication, l'amidon est transformé en sucre, et ensuite le sucre transformé en alcool. Et ces deux boissons-là, bière et vin, sont connues depuis des milliers d'années. Les premières formes de vin, c'est 6-7 000 avant notre ère dans le Caucase. Les premières formes de bière, elles, on les date carrément à 11 000, 12 000 ans avant notre ère au Proche-Orient. Donc là, on voit que c'est une très très longue histoire. Et évidemment, les techniques, les méthodes qui s'améliorent au cours du temps. Dans nos régions, à nous, le vin est arrivé assez tôt, le vin italien. D'abord, le vin de Rome. Les tribus gauloises étaient très amateurs de ce vin romain, qui était destiné aux classes les plus élevées, bien entendu, parce que le vin qui venait de Rome au 1er ou 2e siècle avant notre ère, il coûtait extrêmement cher. Et les méthodes assez modernes pour faire de la bière dès le 2e, 3e siècle de notre ère sont déjà bien implantées dans nos régions. Donc là, encore une fois, chez nous, l'histoire avec le vin et la bière est déjà assez ancienne, et effectivement, c'est une manière de boire sans risque. Même si on voit bien qu'au cours de l'histoire, nos ancêtres buvaient de l'eau que nous ne supporterions absolument plus. Oui, il y avait à Paris, il y avait tout de même un métier qui vendait de l'eau de la Seine qui pouvait être consommée. Donc, aujourd'hui, évidemment, on déconseille fortement à quiconque de s'adonner à cet exercice. Mais c'est vrai, boire du vin, boire de la bière, ça évite tout problème. Il y a une fermentation alcoolique. Ces boissons-là étaient moins fortes il y a plusieurs siècles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un vin, ça fait 12, 13, parfois plus de degrés. Il y a quelques siècles, on était plutôt dans les 6-7 degrés. Même chose pour la bière, elle faisait entre 1 et 5 degrés, probablement la plupart du temps. Donc on en buvait aussi de plus grandes quantités, et on coupait à l'eau. On coupait à l'eau. Le vin était même systématiquement coupé à l'eau jusqu'à une époque récente, jusqu'au 19e siècle. Et là, c'était du savoir-vivre. C'était même pas une question sanitaire, c'était vraiment du savoir-vivre. On coupe le vin à l'eau. On en a déjà les premiers témoignages très importants dans l'Antiquité gréco-romaine, pour ne pas être saoul, pour ne pas être ivre à table, parce que ça, c'est un manque total de savoir-vivre. C'était mal vu, okay. Bien sûr, encore aujourd'hui, même s'il y a une certaine tolérance, mais bon, tout de même, celui qui est systématiquement complètement ivre à table, il va peut-être hésiter à l'inviter plus souvent chez soi. Et donc, la solution qu'on a, c'est de couper le vin à l'eau. Jusqu'au 19e siècle, c'est systématique chez les hommes et les femmes. Puis ça va l'être moins chez les hommes. Et puis il faudra tout de même attendre le milieu du XXe siècle pour que les femmes abandonnent également cette pratique de couper le vin à l'eau. Et aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose d'absolument impensable, alors que c'était systématique dans les temps anciens. Et les boissons fermentées alcoolisées commencent, depuis une bonne vingtaine d'années, commencent à avoir moins d'importance dans nos sociétés, dans le quotidien. Peut-être pas culturellement. Culturellement, ça reste très important. Quand on veut fêter quelque chose, ce sera avec du champagne. Quand on veut faire un repas gastronomique, ce sera accompagné de vin. Mais la consommation par
individu a fortement diminué et d'après les spécialistes, on en serait revenu d'ailleurs à la consommation d'alcool d'avant 1830 qui est considéré un peu comme le basculement vers une société très alcoolisée. N'oublions pas qu'à ce moment-là, ce sont les alcools distillés qui ont pris le pouvoir dans la consommation et même dans la consommation ouvrière, donc qui ont fait beaucoup plus de ravages qu'une bière ou qu'un vin coupé à l'eau, évidemment. Et donc, il y a eu cette alcoolisation effrénée de la société au cours du 19e siècle. Et là, depuis les années 1990, 2000, là, la courbe est descendante et on boit beaucoup moins. Et dans les habitudes général, évidemment, hein, on parle là à l'échelle d'une population. On préfère boire de meilleure qualité, mais moins. Bon, dans la jeunesse, par exemple, là, on remarque qu'il y a toujours des comportements de forte alcoolisation, très très concentrés dans le temps. D'ailleurs, c'est une soirée, on va boire énormément, et puis on boira peut-être pas pendant la semaine, mais encore des habitudes telles que celles-là au sein de la jeunesse, mais de moins en moins chez les adultes. On a brassé large là sur le passé en disant au début on prenait ce qu'il y avait et ensuite au fur et à mesure, à la deuxième moitié du XXe siècle alors, il n'y avait plus trop de problèmes d'approvisionnement alors, pour synthétiser ce qu'on vient de dire. Mais il y a eu également différents produits qui sont arrivés sur notre sol qui n'étaient pas du tout là avant. Je parlais avec un commerçant qui me disait que dans son magasin de produits locaux, s'il n'avait pas d'avocat, eh bien, il constatait donc que les gens ne venaient pas parce que l'avocat est vraiment rentré dans notre culture alors qu'il ne pousse pas du tout ici et encore maintenant il ne pousse absolument pas ici. Il faut aller le chercher bien loin pour qu'il soit à bon prix évidemment, sinon ça coûte très cher dans des serres locales, etc. Il y a différents produits comme ça qui ont débarqué alors après la Seconde Guerre mondiale qu'on ne connaissait absolument pas. Ça a modifié également beaucoup nos assiettes et nos boissons. Les aliments, ça circule depuis très longtemps. Ce que nous mangeons aujourd'hui, issu de l'agriculture en Europe, presque rien n'est d'origine européenne. Ce qu'on appelle le package du néolithique, ce sont les céréales, les légumineuses qui sont arrivées il y a entre 9000 et il y a 4000 ans, qui sont arrivés avec les agriculteurs du Proche-Orient qui de proche en proche ont fini par occuper toute l'Europe. Tout ce qu'ils ont amené comme produits agricoles vient du Proche-Orient. Les animaux, les bœufs, les cochons, l'agneau, les chèvres, et ce qui est végétal, ce sont les légumineuses, les céréales, plein de légumes, le navet, etc. Tout cela vient d'ailleurs. En Europe, on a domestiqué le chou. En Méditerranée, il y a quelques légumes, peut-être un peu la carotte qui est un hybride de différentes régions du monde. Voilà, quelques légumes comme ça, mais c'est vraiment pas grand-chose par rapport à tout ce qu'on mange. Et puis, il y a tout l'apport qui est arrivé d'Amérique à partir du XVIe siècle. Et ça s'est étalé jusqu'au XIXe siècle. Donc les pommes de terre, les tomates, le haricot, le poivron, le tournesol, l'arachide, l'avocat dont on vient de parler, le quinoa, qui est très à la mode aujourd'hui, l'ananas également, le chocolat. Que ferions-nous aujourd'hui sans chocolat? Personnellement, il me faut ma petite dose tous les jours. Tout cela est arrivé d'Amérique. Donc oui, les ingrédients y voyagent énormément. Et par rapport à ces ingrédients-là, on a des perceptions très différentes. Il y a des ingrédients qui sont chez nous depuis tellement longtemps, qui ne sont plus considérés comme exotiques. Tu as parlé de la pomme de terre. Plus personne ici ne considère la pomme de terre comme un produit exotique. Il est complètement intégré dans notre culture. Et puis, il y a les ingrédients considérés comme exotiques. Déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, mais de manière plus
plus discrète, on va dire, les fruits exotiques. Les fruits exotiques, ça a été avant tout l'ananas. L'ananas dès le XVIIIe siècle. Mais l'ananas, très fragile, difficile à transporter, ultra cher. Encore au début du XXe siècle, un ananas, 5 journées de travail d'un ouvrier pour s'acheter un ananas. C'est une fortune absolue. Au début du XXe siècle, dans un palace, dans un hôtel qu'on dirait aujourd'hui 5 étoiles, pour bien montrer qu'on est luxueux, à l'entrée, on met une corbeille de fruits avec un ananas. Ça, c'est un indice qu'ici, on est dans le luxe. Mais l'ananas est probablement le premier fruit, avec les agrumes bien entendu, mais le premier fruit exotique qui a une telle vogue ici et qui va se démocratiser et d'ailleurs qui va être mis en boîte dès la fin du XIXe siècle, ce qui a quand même assez bien diminué son prix. Et même sur nos pizzas. Et sur nos pizzas, alors on rappelle que la meilleure pizza du monde, c'est la pizza hawaïenne. Le monde entier est absolument d'accord là-dessus. Et voilà, ça c'est dit. Et donc, et là, la plupart du temps, c'est de l'ananas en boîte. N'oublions pas qu'en 1890, dans les rayons, enfin, c'était pas les rayons à l'époque, mais dans ce que les magasins Delhaize offraient, il y avait la boîte d'ananas. Et aussi, ça qui est intéressant de voir ce qu'on vendait dans les Delhaize en 1890, on vendait du jambon qui venait des États-Unis en 1890. Ah bon? Oui. Qui avait bonne réputation alors? Oui, qui était moins cher surtout. Moins cher, c'est ça. À la fin du XXe siècle, il y a un marché de la viande mondial qui est incroyable, parce que les bateaux sont réfrigérés. Depuis les années 1870. Enfin, là, c'est les premiers essais, mais en 1890, c'est déjà bien rodé. Et dans différents ports du monde, il y a des immenses hangars réfrigérés. Ça, ce sont les anglo-saxons qui ont mis, les Anglais d'abord, les Américains ensuite, qui ont mis tout ce marché en place. Donc ça aussi, ça fait voyager les ingrédients, pas que les ingrédients dit exotique, mais aussi la viande de bœuf qui n'est pour nous pas du tout exotique, mais qu'on va faire venir de très très loin, ou la viande de porc en ce qui concerne ce jambon américain. C'est pas du tout exotique le jambon, mais on le fait quand même venir des États-Unis, et là c'est la région économique, bien sûr, qui fait cela. Maintenant pour les fruits exotiques, un fruit exotique n'est pas l'autre. L'ananas difficile à voyager, ce qui fait qu'au XIXe siècle, on a produit de l'ananas en Belgique. Ça, on l'oublie aussi. On a produit de l'ananas en Belgique et sur le marché à Paris, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on vendait de l'ananas belge. Mais attends, comment ça poussait ici? Plus qu'il faisait plus... Dans des serres chauffées. Oui, c'est ça. Dans des serres chauffées, ce qui fait qu'il restait quand même très très cher. Oui, voilà. Ça demeurait en produit extrêmement cher, mais moins bon que ceux qui venaient évidemment des Antilles. La plupart du temps, ils venaient des Antilles, mais qui avaient tout de même plus de difficultés à arriver chez nous, parce qu'il faut 2 semaines entre le moment où on accueille l'ananas et le moment où il est vendu. Il y a 2 semaines, donc il fallait quand même aller vite. Il fallait aller vite et il fallait que tout se passe bien. Tiens, et les serres chauffées, l'apparition des serres chauffées Là, on est au 19e siècle. On est vraiment dans la deuxième moitié du 19e siècle. On a un boom dans les techniques horticoles à ce moment-là. Enfin, les techniques horticoles, elles n'arrêtent pas d'évoluer de manière assez impressionnante depuis le 16e siècle, mais là, au 19e, on a quand même des technologies qui arrivent, des serres en verre, le chauffer, etc. Et là, on commence à arriver à de très bons résultats. Mais à partir du moment où on a commencé à faire de l'ananas dans les Açores, donc là, on commence à se rapprocher de chez nous. Ça a été un coup d'arrêt pour l'ananas belge, parce que bon, il y avait quand même un petit souci de qualité qui malgré les serres chauffées, manque de soleil, qui n'y était pas. Voilà, ce n'était plus du tout rentable. Et puis, évidemment, il y a eu aux États-Unis, à partir de plus ou moins 1900, à Hawaï. Et ça, on comprend maintenant pourquoi on parle de pizza hawaïenne. Il va y avoir une production gigantesque d'ananas et une mise en boîte sur place. Ce qui fait qu'on n'a plus ce problème-là. Il n'y a plus 2 semaines entre le moment où on cueille l'ananas et le moment où on le vend au client.
Non, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. On met en boîte, et là, le marché américain et puis le marché européen vont être inondés de ces boîtes de conserve, et les Américains, ils voient constamment en grand Hawaï sur leur boîte d'ananas, ce qui fait que toutes les recettes à l'ananas, les Américains vont les appeler hawaïennes. D'accord, ok. Et c'est comme ça que la pizza hawaïenne a porté ce nom. Il y avait déjà le burger hawaïen avant la pizza hawaïenne. Burger hawaïen, c'était avec une tranche, aussi une tranche d'ananas. Et puis, il y a des fruits exotiques qui s'adaptent beaucoup mieux au voyage. Le kiwi. Vers 1950, on remarque que le kiwi survit très très bien à 0 degré. Et ça, c'est parfait, parce qu'on peut maintenir 0 degré dans les cales d'un bateau, faire la traversée, et le kiwi arrive exactement dans le même état où il est parti. Donc le kiwi va être un fruit exotique facile à commercialiser, ce qui ne va pas du tout être le cas de la mangue. On va avoir des problèmes avec la mangue jusqu'aux années 1990. Plusieurs essais de transporter la mangue par bateau dans les années 1990 se couvrent d'échecs. Et finalement, ce n'est que suite à des essais successifs qu'on parviendra à avoir de la mangue arrivée par bateau en bon état. Jusque-là, à partir des années 1960, elle arrivait par avion, ce qui fait qu'elle était extrêmement chère. Et ceux qui s'en souviennent, ils se souviennent peut-être qu'il y a un moment dans ces années 1990 où le prix de la mangue a été beaucoup plus abordable et où la mangue a été meilleure à manger. Des mangues prêtes à manger. Ça aussi, ça vient de l'amélioration du transport, qui est très important, évidemment, dans ce commerce alimentaire. Qu'est-ce qui était plus compliqué par rapport à un ananas ? La mangue, ils étaient systématiquement confrontés à des taches noires qui apparaissaient pendant le voyage. Donc il a fallu trouver le parfait équilibre entre température, humidité, qui devait être très précis. C'est ça qu'ils ont dû beaucoup chipoter. Pour l'ananas, c'est vraiment une fragilité. Il fallait bien... L'ananas se blesse très vite, donc il fallait bien l'emballer. C'était pas, ça demandait beaucoup de manipulation qui faisait perdre du temps. La banane voyage beaucoup mieux. La banane a un grand avantage. On peut l'accueillir non mûre, et elle va arriver mûre, prête à manger ici en Europe. Alors que l'ananas, si on le cueille non mûr, il va arriver ici non mûr et il ne sera jamais mûr. Donc là, il y a aussi des qualités des fruits qui divergent énormément et qui vont faire qu'il sera plus ou moins facile à commercialiser. Le fait de réfrigérer donc les différents transports d'aliments, le fait de chauffer, d'avoir des serres qui chauffent et autres, les progrès technologiques, en gros, ont vraiment modifié nos assiettes à partir donc de la seconde moitié du XXe siècle surtout. Oui. Tu me parles évidemment de choses antérieures, mais c'était les prémices de tout ça. Et à partir de la Seconde Guerre mondiale, alors on voit vraiment une modification de ce marché-là pour aujourd'hui, finalement être dans les mêmes dispositions, c'est-à-dire avec à peu près tout ce qu'on veut à chaque saison de l'année. Alors il y a différentes choses qu'on retrouve un peu moins selon la saison, comme des potirons et autres. Ça va être un peu plus selon nos saisons à nous, mais l'avocat, on va le retrouver tout au long de l'année, la mangue aussi, l'ananas aussi. C'est assez bizarre, ça. Est-ce que t'as l'impression que, finalement, ces étals qui sont toujours bien remplis de tout ce qu'il faut, finalement, font qu'on mange moins bien aujourd'hui? Alors, tout le monde a sa petite définition du bien manger et du mal manger. Tout le monde ne met pas les mêmes priorités. Un diététicien, lui, il ne trouvera pas qu'on mange moins bien aujourd'hui, étant donné que tous ces produits-là contiennent les nutriments suffisants, etc. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui prend énormément en considération les problèmes environnementaux, qui va mettre ça comme priorité avant la diététique,
Lui, il va trouver que notre alimentation a un coût beaucoup trop élevé par rapport à l'environnement. Maintenant, si on revient au diététicien, lui, il va dire oui, on peut très bien manger aujourd'hui avec tout ce qu'il y a dans nos rayons. Si on va dans le rayon frais des légumes, si on va dans le rayon frais de la viande, si on va dans le rayon frais du poisson, mais à partir du moment où on va dans le rayon traiteur, dans les plats préparés en conserve, etc., là, attention, parce qu'au niveau diététique, on n'y est plus. On n'aura peut-être pas toutes les vitamines qu'il faut. Par contre, ça va être au niveau des graisses, là, on aura ce qu'il faut, et même plus, au niveau du sucre également, au niveau du sel également. On aura peut-être la viande coûte moins cher aujourd'hui, même si elle est encore chère, mais elle coûte moins cher aujourd'hui, beaucoup moins cher qu'il y a un siècle. Donc on peut manger surprotéiné aussi. Donc là, il va dire attention, mais là, c'est un peu de la responsabilité individuelle de chacun de faire ses choix, de se dire, tiens, est-ce que je vais passer une demi-heure à cuisiner ce soir en ayant acheté mes légumes frais ou acheter un plat tout fait. Et là aussi, encore une fois, ce sont des choix personnels au niveau de son mode de vie. On va rentrer du boulot à 20h, complètement épuisé, on commande une pizza, c'est plus facile. Ces gestes-là ne sont absolument pas condamnables, évidemment. Ce sont des choix de vie. Ça dépend où on met sa priorité. Mais c'est vrai, et ça, les diététiciens, ils m'en parlent aussi, et ils en parlent assez bien. Finalement, on peut manger très sain avec les produits frais qui sont, comme tu viens de le dire, abondamment accessibles dans les magasins, mais en y passant assez peu de temps. Un quart d'heure, 20 minutes parfois, suffit à faire une bonne omelette avec garnie de produits frais, ou une petite poêlée d'un filet de poulet avec quelques légumes. Un quart d'heure, c'est fait. Donc, c'est vrai qu'il y a moyen d'aller vers là aussi, et de manger très sain tout en se facilitant la vie, et ça, c'est quand même plus facile aujourd'hui qu'il y a un siècle. Et cette technologie qui est à notre portée, on fait toujours cette blague, on montre une cuisine super équipée que la plupart d'entre nous possèdent, et on commande une pizza, alors que dans certains coins du monde, on voit qu'on a à peine un petit réchaud et on fait des repas cuisinés. C'est une blague évidemment, mais c'est pas si éloigné de la réalité. Oui, c'est clair. On a cette technologie qui nous permet de cuisiner très facilement. Et donc voilà, manger moins bien aujourd'hui au niveau vraiment purement diététique, oui, si on mange tous les jours des plats préparés, surtout bon marché et qui ne répondent pas aux exigences diététiques, mais bien manger d'un point de vue diététique est beaucoup plus facile aujourd'hui. C'est vrai qu'on le voit dans différentes courbes statistiques et études qui sont sorties assez récemment, que le temps passé en cuisine, le temps consacré à notre alimentation a réduit drastiquement, ce qui a permis de plus travailler finalement, ou avoir du temps libre pour certains qui ont cette chance. Mais c'est ça, c'était le but, c'était de faire gagner du temps. C'est vraiment la donnée fondamentale, le temps et l'argent. Que faisons-nous de notre temps, que faisons-nous de notre argent? Certains vont préférer gagner du temps et payer un peu plus cher. D'autres se diront non, moi je préfère y consacrer du temps et payer un peu moins cher. Donc il y a toujours cette balance, ce sont toujours des choix individuels par rapport à la vie qu'on mène, par rapport à ce qu'on veut faire de notre vie. Et le fait est que aujourd'hui on a ce choix qu'on n'avait pas auparavant, où pour manger il fallait passer du temps, il fallait passer beaucoup plus de temps pour gagner l'argent nécessaire à s'acheter les ingrédients.
et il fallait passer beaucoup plus de temps à la préparation des ingrédients. Et ce qui fait que la vie familiale, il y a un siècle, était organisée tout à fait différemment d'aujourd'hui. Parce que ça prenait énormément de temps. Ça prenait énormément de temps, parce qu'il n'y avait pas de la cuisine équipée qu'on connaît aujourd'hui, il n'y avait pas la machine à lessiver. La machine à lessiver a été une des inventions les plus extraordinaires du XXe siècle. Quand on voit le temps que fait gagner une machine à lessiver, c'est dingue. Tout cela a fait que cette organisation-là, familiale, n'était plus nécessaire. Et ça a eu des conséquences, évidemment, sur les familles. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même cas de figure familial qu'il y a un siècle. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une personne en permanence à la maison pour s'occuper de tout cela. Même si, comme on l'a dit, la question se pose encore. On achète une pizza où on passe 20 minutes à préparer son repas. Et là aussi, les fatigues du travail, ça peut jouer aussi. Mais voilà, on n'a plus besoin de cette personne 24 heures sur 24 à travailler à domicile à la maison. Cette restauration rapide, elle arrive aux alentours des années 90 alors chez nous, ou un peu avant? Déjà dans les années 1970. Ah oui, déjà. Oui, n'oublions pas que Quick a été créé en 1971 ou 2, je ne suis plus sûr de la date. Okay. Et c'est 71 ou 72. C'est une histoire assez amusante d'ailleurs. On est au tout début de l'internationalisation de McDonald's. Donc, en toute fin des années 1960, McDonald's est au Costa Rica, puis McDonald's est au Canada, et commence au tout début des années 1970 à s'intéresser à l'Europe. Et tiens, allons-nous en Europe? La réponse est oui, on va en Europe, et on va choisir un pays pour commencer, et on choisit la Belgique. Et donc, voilà les négociations qui commencent à se faire avec le groupe GB. Pourquoi avec le groupe GB? Parce que McDonald's a l'habitude aux États-Unis d'installer un fast-food à côté de grandes surfaces. Ça fonctionne très très bien. L'un sert l'autre. Ça fonctionne extrêmement bien. Donc, on va faire la même chose en Europe. Qui fonctionne très bien à cette époque-là, au début des années 70 en Belgique, c'est le groupe GB, le groupe Grand Bazar, dont le directeur était Maurice Cahuet, un des grands pontes de la grande distribution qui est connue dans le monde entier, parce que c'est lui le fondateur de l'hypermarché. C'est quelque chose qu'on oublie aussi, mais l'hypermarché a été inventé en Belgique par Maurice Cahuet. Donc, on est là avec des gens, on va dire, très professionnels entre eux. McDonald's, Maurice Cahuet de l'autre côté. Et donc McDonald's expose son plan et dit, ben voilà, nous, notre objectif, c'est d'installer un McDonald's à côté de chaque GB, un peu partout en Belgique. Maurice Cahuet écoute cela, il trouve ça très intéressant, il réunit son équipe, il dit, ouais, c'est une très bonne idée, on va le faire, mais sans McDonald's. Et donc, évidemment, il refuse l'offre de McDonald's. Maurice Cahuet dépêche une équipe aux États-Unis pendant quelques semaines, parce que à ce moment-là, GB n'a pas la moindre expérience en restauration. Ils savent pas comment ça fonctionne. Mais bon, Maurice Cahuet n'est pas à ça près. Lui, quand il veut quelque chose, il le fait. Donc, une équipe belge part aux États-Unis pendant quelques semaines, revient avec la méthode, et en quelques mois, l'affaire est bouclée. Et quelques mois plus tard, le premier Quick, les deux premiers Quick ouvrent dans la banlieue d'Anvers et dans la banlieue de Bruxelles, et McDonald's s'en va aux Pays-Bas créer son premier McDonald's européen, ce qui fait que lorsque McDonald's revient en Belgique à la fin des années 1970, ils ont un retard sur Quick qui ne parviendront jamais à rattraper, ce qui fait que Quick est resté très longtemps jusqu'à sa disparition, enfin sa quasi, non, Quick n'a pas disparu, mais c'est jusqu'à ce qu'il soit plus indépendant, jusqu'à ce qu'il soit racheté, Quick est resté la première chaîne de restauration rapide belge devant McDonald's, ce qui est une exception mondiale avec la Grèce tout de même. Et au niveau des restaurants avant,
tu vois, on avait ce restaurant qui proposait finalement ce qu'il y avait. Il n'y avait pas énormément de restaurants non plus, beaucoup moins que maintenant, je suppose. Est-ce que il y avait malgré tout, des restaurants qui proposaient de la restauration rapide, pas rapide, mais un peu plus expéditive au 19e, au 20e, en première partie du 20e? Et le phénomène de la restauration plus rapide, on va dire, est né, ça on ne l'imagine pas, à Paris, en France, au milieu du 19e siècle, ce sont les bouillons Duval. Bouillons Duval, là on va rationaliser le restaurant. On va le rationaliser au maximum. On est au début de la deuxième moitié du 19e siècle, à une époque où l'industrialisation a déjà produit beaucoup d'effets, à une époque où le milieu du travail est de plus en plus rationalisé et la cuisine avait peut-être accusé un petit retard par rapport à d'autres activités. Et donc chez Duval, on rattrape ce retard et on rationalise, c'est-à-dire que en cuisine, on va établir des méthodes de travail pour aller plus rapidement. Ça veut dire que chez Duval, on va créer des sources d'approvisionnement propres à Duval. La viande, il va y avoir un dépôt de viande Duval qui va distribuer ces viandes-là à tous les établissements Duval qui se répandent à Paris. Donc on met ça en place. Et ça, c'est peut-être la dernière fois que cela se déroule. Cette méthode commerciale très à la pointe française va traverser l'Atlantique et s'implanter aux États-Unis. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, aux États-Unis, on va avoir un entrepreneur dont j'ai oublié le nom, enfin ça ce n'est pas très grave, un entrepreneur américain qui va reprendre un peu la même idée, mais au niveau des chemins de fer. Lui se dit, mais c'est extraordinaire ce développement des chemins de fer. Deuxième moitié du 19e siècle, là, ça devient un réseau absolument impressionnant. Tous ces voyageurs-là qui voyagent, qui débarquent dans une gare et qui, là, n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, moi, je vais leur offrir un restaurant dans chaque gare. Et dans ce restaurant-là, ils auront la même carte partout aux États-Unis. Ce sera la même qualité, ce sera les mêmes produits. Ce sera les serveuses habillées de la même manière, comme c'était déjà le cas chez Duval d'ailleurs. Donc on voit qu'il a repris pas mal d'idées. Et ça va extrêmement bien fonctionner parce qu'il y a cette idée de qualité constante qui est là. Donc on peut y aller les yeux fermés, on sait qu'on va être servi d'une certaine manière et on sait qu'on va avoir les produits qu'on connaît. Et ça va vraiment être le début de cette révolution du fast-food aux États-Unis, parce que là, toutes les innovations, elles vont s'enchaîner par après toute fin du 19e siècle. On a les cafétérias qui se mettent en place. À la cafétéria, ça ne se passe pas comme au restaurant. On ne vient pas s'asseoir avec le serveur qui vient prendre commande. Non, on va au comptoir, on commande, on paye, puis on va s'asseoir avec son plateau, on le mange et puis on s'en va. Là aussi, il y a une idée de rationalisation. Au début du XXe siècle, on a les restaurants automates. Là, il y a carrément plus de service. On entre, on met des pièces, on ouvre une porte et on a un repas qui est livré directement. Donc, toute cette rationalisation à outrance, elle se met déjà en place au début du XXe siècle, mais là, on est aux États-Unis. C'est vraiment aux États-Unis que tout cela se passe. Et nous, on va connaître toutes ces évolutions-là, mais bien tardivement, avec l'arrivée des fast-food américains. Oui, en Angleterre, ça se fait, enfin à Londres, ça se fait déjà dans les années 50 avec Wimpy, qui est une chaîne de burgers américains qui s'est internationalisée avant McDonald's, avec beaucoup moins de succès, mais avant. Et en France, Wimpy s'installe à Paris, et là, c'est sur l'initiative de Jacques Borel. Jacques Borel, on le connaît bien, c'est lui qui introduit le burger en France, mais c'est surtout lui qui instaure à la fin des années 1960 le Resto-Route. Et
tout le monde connaît Jacques Borel, même si on ne connaît pas le nom, parce que c'est Monsieur Tricatel. Dans L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès et Coluche, Monsieur Tricatel est une caricature de Jacques Borel, qui est donc celui qui a amené Wimpy à Paris, ce qui à l'époque avait très bien fonctionné avant l'arrivée de McDonald's, qui évidemment, lui, à partir des années 1970, va tout balayer sur son chemin. Et c'est à ce moment-là qu'on va vraiment découvrir cette manière américaine. Et quand on lit d'ailleurs la presse de l'époque, c'est assez intéressant parce que on s'étonne beaucoup du fait que il faut aller au comptoir pour commander, et puis qu'il n'y a pas de couvert. Il y a un article dans la presse londonienne où on dit on revient aux habitudes préhistoriques. Donc on est très étonné de toutes ces nouvelles manières. Mais voilà, la raison économique l'emporte sur le reste, parce que non seulement c'est servi extrêmement rapidement, mais en plus c'est bon marché. On a un repas complet assez bon marché. Face à ce mouvement-là qui est de plus en plus rapide, de moins en moins cher, où il y a des rationalisations partout, où on essaye de faire au moins cher et au plus efficace pour le client, il y a un contre-mouvement évidemment qui s'installe en disant on va revenir à quelque chose de plus sain, qui prend du temps certes, mais qui a un autre prix, plus élevé, évidemment parce que ça prend plus de temps et que les produits sont plus choisis. Ce contre-mouvement, il est fort implanté ici en Belgique à travers différents restaurants, à travers des personnes qui n'acceptent plus d'aller au supermarché et qui sont de retour dans des productions locales de légumes, de viande, des petites fermes et autres. Ce contre-mouvement, il a pris beaucoup d'ampleur pendant le Covid d'ailleurs, oui. Parce que les gens ont regagné du temps. Exactement. Ils devaient rester chez eux. Exactement, on revient à ce qu'on a dit. Ouais. On revient aux priorités. Et évidemment, je pense que tout le monde a un peu parlé de tous ces sujets-là entre soi au moment du Covid. Et autour de moi, j'ai entendu beaucoup ce discours qui disait ah oui, mais là on a vécu cette vie familiale, on a eu du temps, on a cuisiné tous ensemble. On préfère ça, on va lever le pied. C'est pas grave si on gagne un peu moins d'argent. J'ai entendu des indépendants dire ça. Allez, c'est pas grave si on va gagner moins d'argent. On va revenir à des choses plus essentielles. Mais voilà, à partir du moment où le Covid a été terminé, on a oublié tout cela et on est revenu exactement aux anciennes habitudes. J'ai l'impression qu'il y a quand même certaines personnes qui ont changé de manière de vivre, mais en parallèle, il y a aussi énormément de personnes qui sont retournées dans ce modèle-là. On consacre moins de temps à notre alimentation, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de gens qui ont pris conscience de ça et qui se sont dit... Oui, au niveau conscience, ça a été important. Maintenant, au niveau vraiment de la concrétisation sur le long terme, c'est autre chose. Ouais. D'ailleurs, le marché du bio local reste un marché extrêmement compliqué. Oui. Il y a énormément de faillites, il y a énormément d'échecs. Le taux d'échec est très 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 important. Donc c'est difficile. La concurrence, ce sont quand même des légumes qui ressemblent quand même assez fort aux légumes bio, qui sont vendus beaucoup moins cher. Ça, c'est quelque chose c'est très difficile. Il faut vraiment faire appel à une certaine conscience écologique et médicale. Médicale. Maintenant, scientifiquement parlant, ce n'est même pas si terrible que ça, la différence qu'il y a entre les légumes bio et les légumes non bio. Donc voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dépend vraiment de la priorité de l'acheteur. Oui. Côté économique aussi, côté économique dans le sens circuit court. Ça peut être, on peut par exemple avoir moins une conscience écologique et se dire mais moi j'ai envie
que ma consommation profite à ma région, aux producteurs proches. Ça aussi, ça peut jouer. Mais voilà, maintenant, il y a pas de miracle dans ce domaine-là. Ça reste vraiment compliqué. Des travaux en sociologie ont été réalisés dans les milieux vraiment du circuit court bio. C'est très difficile pour ces agriculteurs-là aussi. Il y en a qui s'en sortent très bien, mais ceux qui se lancent, surtout ceux qui se lancent, c'est vraiment compliqué. Deuxième prise de conscience, la guerre en Ukraine éclate, le prix des céréales monte très fort, n'est depuis lors plus jamais redescendu, et différentes denrées alimentaires explosent au niveau du prix. Et là, on se rend compte en fait que toute cette diversité dont on parlait dans nos supermarchés, elle n'est pas acquise. Il y a des rayons où il manque des pâtes, il manque de la farine, il manque des produits qu'on croyait totalement acquis, ne sont plus dans nos rayons. Ça a été quand même assez traumatique pour le consommateur. Oui, parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'est, bien souvent, on n'a pas conscience de ce qu'est le marché alimentaire contemporain. Ce marché alimentaire, pour qu'il puisse bien fonctionner, et ça, les raisons historiques sont clairement établies, doit absolument être international, voire mondial. C'est un marché mondialisé. Tout a démarré, surtout au XIXe siècle, avec ce qu'on a appelé le phénomène du désenclavement des régions. C'est un phénomène très important dans la démocratisation de l'alimentation. C'est quoi ce désenclavement des régions ? Jusque-là, dans la plupart des régions d'Europe, si on va parler de la France et de la Belgique, on produisait un peu de tout. Un peu de tout parce qu'on a besoin d'un peu de tout. Ce qui fait qu'il y a des régions où faire pousser du blé n'était pas du tout rentable, mais on le faisait quand même pour avoir du blé. Au cours du XIXe siècle, le train se développe, le rail se développe, la route se développe, début XXe siècle, le transport routier des ingrédients commence à se développer. Donc les produits voyagent beaucoup mieux. En 1890, sur le marché à Liège, place Cockerill, on a des tomates au mois de janvier en 1890. Ces tomates-là, elles n'ont pas été cultivées dans les alentours de Liège, évidemment. Elles ont été cultivées dans les Canaries ou en Algérie. Donc, on voit que commence à se développer ce marché-là avec un effet bénéfique sur les prix. Pourquoi ? Parce que dans une région où on voit que les ingrédients s'échangent beaucoup plus facilement, que les prix de déplacement sont en train de diminuer fortement, on se dit, mais pourquoi vais-je continuer, moi par exemple, dans les Alpes, à essayer de faire pousser du blé, alors que dans la Beauce, là, dans la plaine de la Beauce, du blé, ils le font extrêmement bien, ils le font de plus en plus, parce qu'ils peuvent l'expédier un peu partout. Donc moi, je vais acheter son blé de la Beauce. Il n'est pas si cher que ça. Au niveau du rapport entre le travail fourni et le bénéfice, c'est plus intéressant de l'acheter que de le faire pousser moi. Et moi, par contre, ce que je fais très bien, c'est du fromage. Parce que les Alpes, c'est très bien pour l'élevage. Et donc je fais un très bon fromage qui est très apprécié. D'ailleurs, ça faisait plusieurs siècles qu'ils le vendaient à Paris dans quelques lieux. Mais là, avec ce développement-là, mon fromage, je vais pouvoir le vendre beaucoup mieux, un peu partout. Et en faire plus. Et en faire plus. Et le faire de mieux en mieux, parce que moi, je vais me concentrer sur le fromage. Ma région, ça va être celle du fromage. Je me concentre là-dessus, toutes les énergies, tout le temps, encore cette question de temps, très important, va être consacré au fromage et plus à faire des tas de choses à droite à gauche qui ne servent plus à rien. Alors ça, c'est un avantage énorme, c'est celui d'augmenter la qualité des ingrédients et d'en faire baisser le prix. Mais maintenant, tout est connecté. Absolument, tout est connecté. Et il peut y avoir des petits incidents géopolitiques qui vont pas trop
enrayer, qui ne vont pas trop enrayer ce système-là. Mais voilà, on voit bien qu'avec avec l'Ukraine, tout un pays en crise, un pays assez important au niveau céréalier notamment, ben là, ça peut déjà entraîner des conséquences assez importantes, ce qui fait que on se repose la question de l'autonomie. Mais maintenant, on ne peut pas retomber non plus complètement dans l'ancien système. Il y a peut-être des ajustements. C'est souvent comme ça, dans l'histoire, on voit bien, on part dans un système, il y a un problème, on réajuste un petit peu, et ainsi de suite. On va parler de ton actualité. Tu viens de sortir un petit traité, le petit traité du burger, qui est juste là en fond. Explique-nous un peu ce qu'on peut y retrouver. Alors là, oui, là, ça a été vraiment une joie pour moi de publier ce livre qui reprend un peu toutes les recherches que j'ai faites autour de l'histoire du burger, qui va bien au-delà de l'histoire d'un petit sandwich, parce que le burger, comme tout le monde le sait, est intégré dans des circuits commerciaux absolument incroyables, industriels absolument incroyables. Donc s'intéresser au burger, c'est s'intéresser au mode de vie moderne, c'est s'intéresser à l'industrie agroalimentaire, c'est s'intéresser au mode du commerce alimentaire qui ont énormément évolué au cours de ce dernier siècle. Donc on va y retrouver tous ces thèmes-là, et bien entendu, pour les curieux de cuisine, de gastronomie, il y a une 60aine de recettes du monde entier. J'ai vraiment voulu que ce livre soit très cosmopolite, donc on n'a pas toujours l'occasion d'aller de cuisiner des recettes de burgers japonais, par exemple. Donc, je suis allé dans les sources japonaises pour retrouver cela, des burgers anglais, allemands, bien sûr, américains, évidemment, des burgers historiques aussi. Je suis allé rechercher des recettes de l'entre-deux-guerres, les premières recettes de cheeseburger, les premières recettes de chicken burger, etc. Donc, pour le curieux de l'objet burger, ben, on a toute son évolution, toute son histoire. On a son origine. C'est peut-être surtout sur ce point-là que ce livre est innovateur, c'est que l'origine du burger n'a jamais été dévoilée. Les historiens américains, assez paradoxalement, ne s'y sont jamais intéressés, sont intéressés à l'histoire du burger, mais une histoire beaucoup plus récente. Les origines, ils ont toujours mis ça complètement de côté. Donc là, je me suis vraiment attelé à retrouver ces origines dans les sources historiques allemandes, parce que bien évidemment, le hamburger beefsteak est d'origine allemande. Pas le hamburger sandwich, le hamburger beefsteak est d'origine allemande. Donc là, il a fallu retracer toute cette histoire du hamburger beefsteak en Allemagne, son passage aux États-Unis, et alors l'épisode de la création du hamburger sandwich, qui est un mixte, mais ça, aux États-Unis, les mixtes, on connaît très bien, un mixte entre la culture anglaise du sandwich et la culture américaine du hamburger. Il n'y a qu'aux États-Unis que cela pouvait se passer à la fin du 19e siècle. On sait bien que les deux premières nationalités de migrants aux États-Unis, c'est les Anglais en un, les Allemands en deux, au 19e siècle. Ça, on l'oublie assez souvent. D'où cette grande présence de culture allemande aux États-Unis, et le hamburger en est un témoignage assez important. Donc pour tous les initiés et ceux qui veulent en apprendre plus, tout simplement, sur le burger, ce livre donc est un beau tour d'horizon de la question. Et en parallèle, tes repas conférences au Préhisto Museum le sont également pour en apprendre plus, et bien sûr des denrées internationales. Tu t'intéresses pas qu'à nos repas belges, mais aussi à différents aliments internationaux. C'est une fois par mois, on change de thème tous les mois. Et là, on a toutes les informations sur le site lepetitlancelot.com. Formidable. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Ciao.